Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Sophie Dasros, conseillère en prévention des risques professionnels à la MSA Dordogne-Lot-et-Garonne. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour cette conférence consacrée aux bases du management et plus précisément fidéliser son équipe par un management réussi. Alors, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous, car derrière ce mot, parfois un petit peu intimidant, le management, il se cache une réalité très concrète. Comment faire travailler ensemble des personnes au parcours différents? Comment leur donner envie de s'impliquer dans un projet commun? Et surtout, comment créer un climat de confiance qui va favoriser la réussite collective? Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est d'ores et déjà, en tout cas j'aime à le croire, parce que nous partageons une conviction. Un management réussi n'est pas une question de pouvoir ou de contrôle, mais avant tout une question d'humain, de relation et d'engagement. Alors, pourquoi revenir aux bases du management? Parce que la fidélisation des salariés est devenue un enjeu stratégique majeur pour toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Au fil de nos rencontres et visites auprès des entreprises en tant que conseiller en prévention à la MSA, nous avons pris la mesure de la difficulté de recruter, de garder des collaborateurs motivés et de construire avec eux une relation durable. Or, ce qui retient un collaborateur, ce n'est pas seulement son salaire ou ses conditions de travail, c'est aussi le climat managérial dans lequel il évolue. Est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que je comprends le sens de ce que je fais? Et est-ce que je fais partie d'une équipe qui avance ensemble? Alors, dans ce contexte, effectivement, au sein de notre institution, nous avons initié une formation destinée aux employeurs de main-d'œuvre et de partager, et nous avons eu envie aujourd'hui de partager cela avec vous. Alors, à travers des exemples concrets et des retours d'expérience de la part de M. Sébastien Ben et Mme Evanie Palu à mes côtés, à qui je laisserai le soin de se présenter juste après, nous verrons comment il est possible de renforcer l'esprit d'équipe et d'instaurer un climat propice à l'épanouissement professionnel. Alors, nous allons voir que le management, ce n'est pas réservé seulement aux grandes entreprises et que même dans une exploitation agricole, même dans une structure familiale, les clés du management sont présentes. Donner une direction claire, un cadre, instaurer de la confiance et créer une dynamique collective. Le management n'est pas un modèle figé, c'est une démarche globale qui doit s'adapter aux spécificités de chaque entreprise et répondre aux besoins concrets du terrain. L'idée ici, bien évidemment, ce n'est pas de donner une recette toute faite, mais c'est de partager une expérience inspirante et d'aborder comment chacun, dans son contexte, peut s'approprier les clés du management. Alors, pour conclure cette introduction, je voudrais insister sur une idée essentielle qui a motivé cette démarche. Le management n'est pas une compétence accessoire. C'est une des clés de la réussite, un levier de performance et aussi une condition essentielle du bien-être au travail. Alors, je suis ravie de pouvoir partager ça aujourd'hui avec vous au travers de ce temps de réflexion et d'échange. Merci à Evanie et Sébastien pour leur présence et leur partage aujourd'hui. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je laisse donc la main à mes partenaires. Merci Sophie pour cette introduction. Donc moi, vous avez compris qu'entre Evanie et Sébastien, j'étais Sébastien. Donc je vais relever un défi aujourd'hui, vous donner envie de manager. Je vois qu'il y a des jeunes têtes dans la salle, c'est très bien. Manager est un vrai métier. Et l'idée, c'est que ça fait bien longtemps qu'on s'appuie sur des compétences souvent techniques sur les entreprises et qu'on donne les clés du camion du management à des gens qui ont des expertises techniques. Et souvent, avoir des expertises techniques, ça ne veut pas forcément dire être un bon manager. Donc, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on peut être un très bon manager en étant nul techniquement ou moins bon. Et donc, j'entends parfois dans des entreprises des dirigeants qui passent le relais à leurs enfants ou à des jeunes et qui disent « tu seras manager quand tu sauras faire la technique ». Bon, ça, c'est des discours qui ont 80 ans. Donc, j'ai une pensée amicale à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais il y aura un jeu des rôles et des questions tout à l'heure. Donc, on va essayer de relever ce défi en quelques minutes, de partager quelques informations essentielles sur ce qu'est le management et ce que ce n'est pas, et de susciter quelques questions derrière. Et on partagera un petit cas d'école qu'on a eu la chance de mener avec Evanie, donc qui est chef d'entreprise depuis quelques années et qui a
repris le flambeau de l'exploitation agricole que ses parents avaient généré. Et donc, une belle réussite, mais ce n'est pas une réussite qui est tombée du chapeau. Il y a eu quelques frottements et Evany nous expliquera comment tout cela se passe avec les équipes de saisonniers qu'elle manage et comment s'est passée la transmission entre son père et entre ses parents et elle-même. D'accord ? Alors revenons à quelques bases déjà avant de commencer. Donc on parlera des fondamentaux d'un management réussi, définir un projet commun, apporter du sens, apporter un cadre et ensuite parler d'organisation. Et ensuite donc on partagera le témoignage d'Evany avant de passer au jeu des rôles, des questions-réponses. Alors, introduction via une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est assez sympa et globale. Le management, ça peut être défini comme étant une activité visant à obtenir des hommes et des femmes un résultat collectif en leur donnant un but commun, des valeurs communes, une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu'ils soient performants et puissent s'adapter aux changements. Alors, beaucoup de choses dans une seule phrase, d'accord ? J'ai mis en fluo jaune 3 éléments sur lesquels je vais me permettre de zoomer pour cette définition qui mérite, encore une fois, plusieurs dizaines d'heures d'échange. Alors, première chose dans le management, un des éléments fondamentaux, créer un projet commun. Pour quelles raisons faut-il créer un projet commun ? Pour fédérer des individus et faire en sorte qu'ils aillent dans la même direction. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on appelle une équipe ou un groupe ? C'est le projet commun. Je vais faire un clin d'œil au domaine du sport, qui est pour moi un fabuleux exemple. Comme je ne les aime pas, je peux les citer. Le Paris Saint-Germain a, pendant des années, essayé de gagner la Coupe d'Europe. Pourquoi n'a-t-il pas réussi ? Parce qu'il avait dans ce qu'il appelait une équipe, des individualités qui se sentaient supérieures au projet commun, et donc les éléments ne convergeaient pas vers cet objectif commun. Résultat, échec, d'accord ? Et comme par hasard, lorsque l'entraîneur a fait un choix très fort et très critiqué par nos amis journalistes de sortir du club toutes les stars du club qui étaient au-dessus du projet commun, le groupe s'est retrouvé avec des gens assez anonymes qui ont construit un projet commun qui était celui de gagner ensemble la Coupe d'Europe. Et comme par miracle, que s'est-il passé ? Ils ont gagné. Ça m'embête de le dire, mais ils ont gagné. D'accord ? Donc, le premier élément, quand je construis une démarche sur un projet d'entreprise, c'est de créer ce projet commun dans lequel on va définir des règles communes pour le mener à bien entendu. D'accord ? Donc les caractéristiques d'un projet commun, c'est apporter une vision à long terme pour apporter de la hauteur et sortir de l'objectif de la journée. Je ne vais pas au boulot pour me dire ouais, encore vivement midi que j'ai fini ou vivement 17h. Bon, ben, si la vie est comme ça, elle va être longue, très très longue, d'accord ? Heureusement, potentiellement, elle s'est raccourcie d'1 an et demi depuis hier après-midi 15h. Mais l'idée, c'est d'apporter une vision long terme. Alors, vision long terme, on peut parler parfois, il y a des jeunes qui travaillent ici l'été pour gagner un peu d'argent à la castration du maïs. Donc, pas de débat, on ne se dit pas, tiens, je vais castrer du maïs pendant mes 45 prochaines années. Pas du tout. Mais sauf que réussir une saison de castration du maïs, c'est peut-être déjà un premier objectif pour mettre un pied à l'étrier d'un projet professionnel. D'accord ? Donc, à vous de définir l'horizon sur lequel vous allez planter le décor sur votre démarche professionnelle. Deuxième chose que doit avoir le projet, c'est être porteur de sens. Alors c'est un mot qui n'existait pas il y a quelques années, qui est un peu à la mode ces derniers temps. Un projet porteur de sens, ça veut dire que je dois répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi ce projet doit-il avoir du sens pour moi ? Alors je vais prendre évidemment des sujets extrêmes. Il y a en ce moment un domaine industriel en France qui a le vent en poupe, qui est la défense, le secteur de la défense. Donc construire des avions, construire des hélicoptères, construire des outils de guerre pour aller partout dans le monde travailler sur la défense de certains territoires. Bon, en termes de sens,
c'est un peu particulier. D'accord? Il va falloir vraiment être bon pour vendre le projet. Et à côté de ça, donc la MSA et les milieux agro et agri ont un secteur dans lequel il y a un sens qui est potentiellement de nourrir les hommes. On l'a vu en début de pandémie, c'est un secteur qui a été très porté par ce sentiment-là, et c'est un sentiment quand même très positif. Nourrir les hommes, bon, c'est quand même plutôt sympa. D'accord ? Alors après, il y a nourrir les hommes, on peut faire du bio, du conventionnel, etc. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais le secteur agricole et agroalimentaire a tous les arguments pour donner du sens à un projet lié à ces éléments-là. D'accord ? Et enfin, autre élément, c'est que chaque partie peut avoir un objectif personnel qui nourrit le projet commun. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas que quand vous travaillez dans un projet, vous disiez, tiens, moi, je veux être agriculteur à long terme. Pas du tout. Mais par contre, je peux participer à un projet commun qui va me permettre de gagner de l'argent pour aligner mon propre projet personnel là-dedans. Mais je suis dans un travail d'équipe, encore une fois. Alors, quelques exemples que j'ai cités ici et là. La notion de saison pour un projet, ça peut être une saison en fruits et légumes, en fraises, en tomates, d'autres légumes. Ça peut être une saison sur les céréales. Ça peut être des saisons en arboriculture dans lesquelles je vais tailler les arbres l'hiver. Puis je vais participer à certains éléments au printemps. Puis à la récolte finale, peut-être des vignes à l'automne. On peut avoir la globalité de tout ou partie d'une saison. D'accord ? Il y a des saisonniers qui ne font que les vendanges sur certaines zones. À chacun de trouver son leitmotiv, son espace-temps. D'accord ? Et ensuite, pour faire un clin d'œil à un échange qu'on aura avec Evany tout à l'heure, il peut y avoir un projet qui peut être la transmission d'une exploitation à un membre de famille ou un repreneur qui n'est pas forcément de la famille. Quel plus beau projet que celui de transmettre. Et pourtant, combien y a-t-il de situations d'échec que j'entends un peu partout, parfois dramatiques, entre des transmissions parents-enfants qui ne se passent pas bien pour des problèmes de communication. Donc, il y a malheureusement un paquet de situations qui ne se déroulent pas bien. Là, vous l'avez compris, ça s'est bien passé. Alors, autre élément très important pour la réussite de la phase de management, c'est la clarification des rôles. Et j'ai mentionné dont celui d'animateur et ou de manager. Souvent, on met dans manager le truc de tiens, t'as qu'à coordonner, t'as qu'à manager, t'as qu'à animer. Attention, c'est pas forcément la même chose. J'aime souvent dire que l'animateur, c'est plutôt celui qui au quotidien va annoncer les bonnes nouvelles. Mais il y en a qui sont plutôt bons pour annoncer les bonnes nouvelles et pas toujours à l'aise pour recadrer les choses et apporter les mauvaises nouvelles. Donc parfois, il est nécessaire de scinder les deux compétences. Et il arrive parfois que, par exemple, sur les exploitations agricoles ou d'autres industries, celui qui annonce les mauvaises nouvelles, c'est plutôt le dirigeant. Ce qui paraît légitime, c'est le boss ou la patronne. Et donc, ce n'est pas choquant de savoir que le patron ou la patronne va être celui qui va annoncer les nouvelles un peu plus délicates dans lesquelles, non, tu n'auras pas d'augmentation cette année parce que, ou non, tu n'auras pas de prime cette année parce que, etc. etc. D'accord ? Donc, clarifier les rôles, qu'est-ce que c'est ? Ça passe par quelles sont les missions ou quelles sont les tâches dont tu as besoin de l'activité pour bien fonctionner. Ces tâches-là, qui les réalise ? Comment ? Quand ? À quel moment ? D'accord ? Et enfin, comme je le disais il y a quelques instants, distinguer si besoin la compétence d'animateur, qui est plutôt celui qui va être un peu marrant, qui va coordonner l'équipe au quotidien, de celui de manager, qui peut être celui qui remet du cadre de temps en temps quand ça dérive un peu trop. D'accord ? Alors, manager, qu'est-ce que c'est ? Au-delà de coordonner, savoir manager, c'est quelqu'un qui va être très bon pour définir les règles. Et combien de fois j'entends des situations dans des entreprises dans lesquelles ça part en cacahuète parce qu'on ne définit pas clairement les règles. Pourquoi ? Il y a déjà de la pénurie de main-d'œuvre. Donc si en plus on met des règles, tout le monde va partir. Pas du tout. La vie en collectif nécessite des règles. Quand je suis à la maison, il y a des gens qui font la vaisselle, il y a des gens qui doivent ranger leur chambre,
Et il y a des règles de vie en communauté. Donc c'est fondamental d'avoir des règles de vie collectives, bien évident. Donc, quels sont les exemples de règles sur lesquelles on peut travailler? Ben, la ponctualité, par exemple. L'utilisation ou pas du téléphone portable. Une horreur pour les vieux schnocks comme moi, et une horreur pour les jeunes générations pour lesquelles il y a des vieux schnocks comme moi qui leur interdisent d'utiliser leur portable. Qui a raison? Aucun des deux, bien entendu. Il y a un juste équilibre à trouver entre j'utilise mon portable parce que je suis né avec et laisse-moi communiquer avec mon réseau, et avec le vieux schnock dont je fais partie, auquel il va falloir expliquer que est-ce que je fais bien mon boulot? Oui, donc m'emmerde pas avec mon portable. Je le fais avec mes mots à moi, hein, vous inquiétez pas. Autre élément potentiel, le port des EPI, des éléments de sécurité. Je crois qu'on est dans un salon sur lequel on peut beaucoup en parler. Il y a des éléments de sécurité, les ports des chaussures de sécurité, les casques anti-bruit. Bref, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est recommandé. Mais je ne vais pas te faire la chasse là-dessus, quoi. Et enfin, dernier élément, les pauses cigarettes. Combien elles durent? Est-ce que j'ai le droit? Pas le droit? Bon, évidemment, quand je castre du maïs et que je fume alors que le maïs est hyper sec, bon, il y a quand même un petit risque d'incendie, mon grand. Donc tu vas éteindre ta cigarette. OK? Des évidences, mais encore faut-il définir ces règles clairement. Alors, qui dit règle dit qu'il faut trouver un juste équilibre avec des éléments complémentaires à une règle, que sont la tolérance qu'on met autour d'une règle. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vois que le temps tourne, mais à toute règle, il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir, des notions de tolérance. J'ai mis le panneau de 130 km/h, puisque quelle est la tolérance qu'il y a quand on roule sur l'autoroute à 130? Il y a à peu près 5 km/h. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez rouler comme des fous jusqu'à 135, à 136, attention, vous risquez d'avoir une photo de vous qui va arriver à la maison. D'accord? C'est une tolérance. Que doit-il se passer au-delà de la tolérance? À tout bon manager, je sais que celle-là, vous l'adorez en formation. Lorsque je vais au-delà de la tolérance, le manager, je vous ai vu madame, doit avoir une arme secrète qui est la sanction. Si vous ne sanctionnez pas, quand quelqu'un sort de la tolérance, vous ne managerez jamais. Attention, à vous de définir ce qu'est une règle, ce qu'est une tolérance, et que doit avoir votre règle? Elle doit être porteuse de sens. Si votre règle n'est pas porteuse de sens, la réponse aujourd'hui ne respecterait pas ta règle. Je donne une petite clé à tous les managers de cette salle avec une nouveauté avec nos amis les jeunes. Ils ont inventé un concept, comme tu ne veux pas que je mette de casque pour la musique, j'ai inventé les écouteurs. Moi, je ne peux pas le faire, mais je sais que les dames le font. Comme je n'ai pas envie que tu m'emmerdes, je mets mes cheveux par-dessus et tu ne vois pas que j'ai un écouteur. Voilà. Je vois des sourires, donc je sais que j'ai raison. Voilà. D'accord? Donc on ne va pas chasser toutes les personnes qui ont les cheveux longs pour aller lever leurs cheveux pour dire « Ok, tu n'en as pas ». Bien sûr que non. Donc est-ce que l'interdiction des écouteurs a un sens? Pour la sécurité, ça en a? Ok, donc on le fait enlever. Ça n'en a pas? Ben donc il n'y a pas de sujet. Ok? Donc apportez du sens aux règles que vous mettez en place. Rouler à 80 km/h en plein jour dans les routes des Landes pendant 20 km sur une route droite, ça a du sens. Mais elle est dure, celle-là. D'accord? Rouler à 80 km/h sur une route sinueuse avec peu de visibilité, bien entendu que ça en a plus facilement par rapport à des notions de sécurité. Je ne vous dis pas de rouler à 120 et de m'envoyer la facture sur les routes des Landes. Hein, c'est pas ça que j'ai dit non plus. OK? Donc, pour toutes ces règles, n'ayez pas mal à la tête. Toutes ces règles existent déjà. Où? Dans le droit du travail. Bon, bonne nouvelle, il a 300 ans, donc il y a plein de dossiers dont on se fout. Dans les conventions collectives de vos secteurs d'activité. Et où? Dans votre règlement intérieur. D'accord? Vous avez obligatoirement un règlement intérieur.
voire dans le document unique. C'est un endroit dans lequel on parle beaucoup du document unique. Donc, c'est un lieu dans lequel je vais pouvoir mettre mes éléments. Toutes les notions sur l'alcool, la cigarette existent dans le règlement intérieur. D'accord? Et bien entendu, la première des bases de vos règles, le bon sens. Gardez ce BSP, bon sens paysan, qui est la clé de tout bon manager. Ne faites pas des usines à gaz, gardez du bon sens. D'accord? Et à vous d'inventer votre permis à points. J'aime beaucoup le concept du permis à points qu'on a, vraiment. Et on peut imaginer qu'avec des collaborateurs, vous puissiez mettre des permis à points par rapport à des erreurs. Bah, tiens, tu es en retard, bah, tu as perdu 1 point. Tu as été absent non justifié, tu as perdu 4 points. À vous d'inventer vos permis à points. Mais vous n'allez pas licencier tous les mecs qui ne respectent pas un créneau, quoi. Bah, c'est pas possible. Sinon, vous n'allez pas finir nombreux sur vos entreprises. On est OK? Je viens de finir mon défi. Le management en 20 minutes. Vous emmerdez pas à aller suivre des formations de plusieurs jours sur le management. 20 minutes, ça suffit. Et donc, si vous êtes OK, on va partager des choses avec donc Evany Palu qui va se présenter dans quelques instants. Donc, juste pour faire le clin d'œil, j'ai eu la chance de travailler avec son papa. Et puis un jour, son papa, il a eu envie de transmettre et il y a sa fille là qui ne savait rien faire puisqu'elle sortait de l'école, qui est arrivée, qui a pointé le bout du nez. Et quelques années plus tard, Evany, elle va nous raconter ça dans quelques minutes. Elle est autonome. Son père, je ne sais pas si elle l'a viré ou si c'est lui qui a eu l'intelligence de prendre du recul. Mais en tout cas, elle est totalement autonome. Ça fonctionne très très bien. Et elle écrit sa propre histoire. Bonjour. Donc, je ne suis pas tout à fait sortie de l'école pour reprendre l'exploitation. J'avais travaillé un peu avant. Mais par contre, je n'avais jamais géré personne. Colle-le contre toi. Pas. Donc, j'avais jamais géré personne avant de reprendre l'exploitation familiale. Donc, je me suis installée il y a 6 ans, bientôt 7. Donc, sur une exploitation en Lot-et-Garonne, on fait de production de fraises et de concombres. Donc, tout se fait à la main. Donc, on a un fort besoin en personnel. On est en production sous serre. Donc, on a 2,5 hectares de serre. Et sur la saison fraise, l'équipe monte jusqu'à maximum 30 personnes. Voilà. Vous m'entendez pas? Si, c'est bon. Je vais parler plus fort. Voilà. Donc 30 personnes maxi sur le site en pic de saison fraise. Donc, quand on est arrivé, quand je me suis installée, il y avait une quinzaine de personnes. On a agrandi le site, pardon. Et donc, il a fallu que le personnel digère, on va dire, la transmission, justement, parce que le management, c'est propre à chacun. Donc, la façon dont moi, je manage le personnel et celle dont le faisait mon père est totalement différente. Donc, il a fallu gérer ça et gérer aussi l'agrandissement de l'équipe qui a presque doublé. Donc, sur la première année, ça a été très compliqué pour moi. À la fin de la saison, je me suis dit, si c'est ça tous les ans, il faut que je change de boulot parce que ça va être compliqué. Donc, on a vraiment travaillé le sujet de la main-d'œuvre. Donc, aujourd'hui, j'ai une chef d'équipe. Je n'ai que du personnel saisonnier. Hein. Je n'ai aucun permanent. Ma chef d'équipe est une saisonnière, donc elle n'est là que pour la saison. J'ai du personnel à peu près 8 mois sur 12. Donc sur une partie de l'année, j'ai une dizaine de personnes, donc sur 8 mois. Et après, sur les 4 mois de récolte, on est 30. Donc la chef d'équipe est saisonnière. Aujourd'hui, pour recruter, cette année, donc, ça a été 100% du bouche à oreille. On n'a pas fait d'annonce, j'avais jamais fait d'annonce. Je mettais un panneau en bord de route. On est sur une zone très passagère en termes de voitures. Donc, j'avais un panneau que je ne mets plus aujourd'hui. Ce ne sont que des gens qui arrivent, qui connaissent mes salariés actuels. Et donc, sur les 30 personnes à peu près, je recrute 7 personnes tous les ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai entre 20, 22, 23 selon la saison. Personnes qui reviennent tous les ans. Alors, si tu me permets de rebondir sur ces propos,
Donc ça, c'est le truc rêvé par tout chef d'entreprise. Je recrute du personnel, je balance pas d'annonce, c'est la recommandation interne qui fait que, par rayonnement, entre guillemets, je vais donner envie à des cousins, des cousines, des tontons, des tatis de venir travailler. Donc ça, en fait, c'est pas le hasard. C'est pas, bon, ben, cette année, en fait, c'est pas que j'ai moins de besoins. C'est juste le fruit d'un travail dans lequel, moi et Vanny, pendant des années, j'ai mis ma patte, donc mon fonctionnement avec ma chef d'équipe. Et quelles sont les conséquences de ça? C'est que ceux qui sont là veulent rester et ceux qui sont là veulent qu'il y a des gens qui connaissent qui viennent. Là, vous êtes sur l'autoroute du bonheur, péage gratuit, open bar. Par contre, elle a beau être sympa, c'est pas parce qu'elle est sympa que ça s'est réussi. Donc, Evany, dis-nous quels sont les ingrédients que tu as mis en place avec ta chef d'équipe ou au sein des équipes pour atteindre ce résultat-là. Alors déjà, pour moi, déjà, c'est l'accueil du salarié à la base. Quand on reçoit un nouveau, on a mis en place tout un parcours d'intégration qui dure à peu près une semaine. Donc une semaine sur 4 mois de travail pour un saisonnier qui n'est là que pour la récolte, ça peut paraître très long. Mais il faut prendre le temps. Donc on a de la formation théorique qui est faite par le chef d'équipe. Ensuite, on a la mise en pratique pour la récolte qui est faite par des tuteurs. Donc les tuteurs, c'est des salariés qui sont très très bons dans leur métier, dans les performances qu'on leur demande. Donc on a fait évoluer par la formation sur comment je peux transmettre mes qualités et mon fonctionnement dans mon travail pour aider les nouveaux qui n'ont jamais fait ça à y arriver et à se sentir à l'aise assez rapidement. Et puis après, on a beaucoup de choses au quotidien. En fait, on a mis en place des petites règles de faire en sorte que ce soit toujours plutôt dans la convivialité. C'est-à-dire que si je fais une bêtise, alors bien évidemment avec un degré de bêtise accepté, voilà, mais je vais faire un gâteau pour tout le monde, comme ça en plus tout le monde le sait, donc je suis un petit peu puni, je me suis puni tout seul, tout le monde l'a vu, donc je fais un gâteau. Je me permets de rebondir, toujours pareil. Qu'est-ce que c'est le gâteau? C'est la sanction dont on parlait tout à l'heure par rapport à une règle. C'est-à-dire que l'idéal du rôle de manager, quand je dis vous devez avoir le pouvoir de sanctionner, que chaque fois que je dis ça dans des formations, on me regarde avec des yeux comme ça. Quand je dis sanctionner, ça ne veut pas dire mettre des coups de pelle à quelqu'un parce qu'il a fait un écart. Bien évidemment que non. Mais c'est trouver, en tant que manager, ce petit truc qui va te piquer un peu pour te dire non mais là, tu as fait une connerie ou tu n'es pas à la hauteur, donc tu dois être sanctionné. Quand on est dans le sport, c'est quoi la sanction? La sanction, c'est que tu ne joueras pas dimanche. C'est une sanction. OK? Bon, là, ils ont un truc un peu plus fun. C'est OK. Tu vas amener des chocolatines ou tu vas faire un gâteau pour demain. Ah ouais, mais tu n'avais qu'à pas faire la connerie. D'accord? Donc, à vous de trouver des astuces fun, marrantes, qui donnent envie de ne pas refaire la bêtise et qui donnent envie de dire aux autres moi, je n'ai pas envie de la faire parce que je n'ai pas envie de faire de gâteau. Par contre, manger celui de la copine qui a fait une bêtise, là, je suis là. Tu as, je crois, fait d'autres choses. Oui, alors ensuite, moi je suis très transparente avec mon personnel parce qu'ils n'ont pas toujours la vision globale de l'entreprise en fait et de la rentabilité, toute la partie économique qui nous, chefs d'entreprise, quand même nous préoccupe plutôt tous les jours. Donc en fait, on fait une réunion en début de saison. Donc, pour assister à cette réunion, il faut avoir déjà fait une saison complète pour suivre le rythme, en fait. Et ensuite, on commence à responsabiliser les gens sur la partie économique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une réunion qui va durer 2h30, où là, je présente, voilà, on a vendu 100 tonnes de fraises. C'est notre objectif. Nous, c'est 100 tonnes de fraises. On a des règles qualité à respecter. Donc, est-ce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs de kilos, de catégorie d'extra, etc. Enfin, voilà. Combien d'argent on a gagné et surtout combien on en a dépensé. Et moi, je leur montre aussi toujours
combien le personnel me coûte. Pour qu'en fait, elles se rendent compte que nous, sur nos exploitations, la main-d'œuvre, ça représente quasiment 50% de notre chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est notre premier poste de charge. Donc si on leur demande de l'exigence, une vitesse de travail, une qualité de travail, c'est pas pour les embêter, c'est parce que si on n'a pas ça derrière, nous financièrement, ça passe pas. Donc en fait, je suis transparente sur, moi je gagne X euros du kilo de fraises vendues, mais je vais en dépenser X euros pour tout le reste. Donc toute cette transparence-là, ça leur permet aussi de se responsabiliser. Et je me permets de rebondir. Ça, c'est ce que j'appelle donner du sens. Tu n'es pas un récolteur de fraises, tu n'es pas un effeuilleur de plantes de fraises. Tu n'es pas là quelqu'un qui vient pour bosser 3h30 et récupérer ta paye à la fin de la journée ou de la semaine. Donc je te donne du sens en te disant que tu viens récolter dans un système, elle ne l'a pas dit mais je le dis, dans lequel je vais te permettre d'aller visiter notre client interne, qui est ce qu'on appelle une station de fruits et légumes qui va elle-même préparer des produits qui vont aller dans les magasins pour que nous les dégustions. Et donc je donne du sens à la fraise que je ramasse. Je dois la ramasser avec cadence et qualité. Parce que derrière, il va y avoir quelqu'un qui va la manipuler, parce que derrière, il va y avoir quelqu'un qui va la consommer, et qu'évidemment, si je serre trop la fraise et que la fraise elle est coulante et dégueulasse, le consommateur, il va pas avoir envie de la manger. Donc c'est tout notre travail qui va être remis en question en fait. Donc je donne un sens global avec transparence. Et la transparence, elle a une vertu extra, plus loin, ordinaire, essentielle au rôle de manager, ça s'appelle la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de management, en fait. On fait ce que j'entends parfois, c'est on va fliquer. Attends, mais je l'ai entendu ce matin, ça m'a fait rire. Non, mais comment tu veux que je contrôle le mec? En fait, tu ne vas pas le contrôler. Mais sauf qu'on vient de générations dans laquelle on était dans des notions de contrôle. Or, aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas envie d'être contrôlés. C'est bon. Faisons confiance. Et donc, communiquons avec transparence. Ouais, c'est bien ce que tu fais, mais tu me coûtes un pognon monstre, donc tu as intérêt d'avancer. Oui, donc transparence, ensuite formation, puisque donc, dans l'accueil de notre personnel, la formation, ça dure donc la première semaine, mais moi je considère que pour qu'un salarié soit opérationnel, il faut qu'il fasse 2 saisons chez moi, parce qu'on a beaucoup de critères qualité à respecter. Donc, comme l'a dit Sébastien, moi je suis adhérente pour Rougeline, on vend tout à la grande distribution. Donc c'est des clients qui sont très exigeants et le moindre petit défaut peut nous engendrer des retours qualité et des litiges considérables. Donc il faut que le personnel soit formé, il faut savoir trier les fraises, comment on la ramasse, quand on la ramasse, comment on la range, dans quel emballage on la met, parce que des fois on fait 4 emballages différents. Dans chaque emballage, il faut connaître un poids de barquette qui est différent. Donc, en fait, on a tout un processus qui est très long à intégrer. Donc, formation, transparence. Et ensuite, transparence, on va à la station, on va visiter la coopérative pour que le personnel se rende compte, une fois que j'ai ramassé la fraise et que je l'ai mise dans la barquette, qu'est-ce qu'elle devient, cette fraise-là? Combien de temps ça prend avant qu'elle arrive au magasin? Voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Tu permets? Oui. Peut-être un dernier témoignage. Il y a un élément sur lequel Evanie a apporté une patte très importante pour fidéliser ses équipes. C'est tout ce côté animation. Donc elle va nous raconter, au-delà des 440 gâteaux qu'il y a chaque année, il y a des événements pour un repas de début de saison. Il y a un événement pour un repas de fin de saison. Il y a un événement pour va nous parler des Jeux Olympiques de fin de saison. L'idée, c'est quoi? C'est autour de cette équipe, fédérer les collaborateurs pour qu'encore une fois, il n'ait qu'une envie l'année d'après, c'est revenir, ou s'ils ne le peuvent pas, dire à quelqu'un de revenir, parce qu'en fait, c'est vachement sympa. On bosse. Ah oui, en fait, on bosse. Mais en fait, ce n'est pas le sujet number one. D'accord? Quand on joue au rugby, ce qu'on a envie, c'est boire des bières avec des copains. Mais avant, il y a un truc à faire, c'est qu'il faut jouer ensemble pour battre l'adversaire. Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'on est bien ensemble.
Et là, ouais, c'est fraise, mais ça pourrait être pâte à modeler ou autre chose, ça serait le même sujet. D'accord? Donc, raconte-nous les Jeux Olympiques de la fraise. Alors, au niveau des animations, donc à Noël, on fait un repas de Noël, on fait un échange de cadeaux, tirage au sort, budget 5 €, bon voilà, histoire de dire on s'offre un truc. Ensuite, en fait, tout est un petit peu prétexte pour fêter quelque chose. Donc, je leur cache les œufs de Pâques dans la serre pour le lundi de Pâques, parce que évidemment, le lundi de Pâques, on travaille. Hein. Tous nos jours fériés sont travaillés quand ils tombent en semaine. Même le vendredi, on ne fait pas le pont, la question ne se pose même pas. Donc en fait, l'idée, c'est de rendre agréable ces moments où malheureusement, moi aussi, j'aimerais bien être chez moi avec ma fille et pouvoir faire autre chose, mais où je ne peux pas. Donc il faut que ce soit sympa au boulot. On organise une journée maman-enfant. Alors je dis maman parce que notre personnel est plutôt féminin, mais... Où donc là, c'est sur une petite journée de travail, donc souvent un jour férié, les mamans viennent avec leurs enfants. Et en fait, on fait la récolte toute la journée, enfin toute la matinée avec les petits. Donc comme ça leur permet de découvrir déjà aussi, nous, la fraise, comment ça pousse, tout ça. Et qui découvrent qu'est-ce que fait maman au travail tous les jours, et voilà. Ensuite, on fait un repas de fin de saison, des entretiens, on fait une remise de palmes. Donc, on définit des catégories un petit peu comme aux Palmes d'Or en disant la palme de la plus bavarde, la palme de Monsieur Je sais tout, voilà, avec un petit cadre. Donc, tout le monde vote. Pas forcément des Monsieur Je sais tout, on se calme. Ouais, hein. ouais. Pas de sexisme. Attaquable. Donc, voilà, on fait des catégories, il y a des votes, il y a une remise de prix. Après, on en fait beaucoup. Alors, je suis un peu... Faut pas croire que c'est que sympa. Je vais revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques. Quelle est la conséquence pour tous les chefs d'entreprise de ce genre de posture? C'est que absentéisme, je ne vais pas dire de 0, mais quasiment de 0. Ça veut dire que j'entends parfois des absentéismes dans des entreprises de 10, 15, 20%. On a un absentéisme avec du travail un jour férié sur lequel il y a tout le monde. Donc, côté fédérer une équipe, chapeau bas. Oui. Il faut savoir que nous, on travaille du lundi au samedi midi. Tous les samedis sont travaillés, tous les jours fériés sont travaillés. Bon, ils sont payés double, on respecte la réglementation là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a, tous les samedis matins, on travaille, tous les jours fériés, on travaille. Quand il fait chaud, on adapte nos horaires. On commence plus tôt pour essayer de ne pas travailler l'après-midi avec du personnel qui est sous 40 degrés. La chef d'équipe, son rôle, c'est... Donc moi, je détermine des indicateurs quand même de production à suivre. Donc vitesse de travail et qualité du travail, c'est nos deux piliers. Et moi, je les suis avec elle et ensuite, on réajuste le personnel au quotidien sur ces sujets-là. Et si tu me permets pour conclure, tout ce qu'évoque Evanie, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Le management, ce n'est pas un coup de baguette et c'est bon, c'est cadré. Ça évolue en permanence. Il y a quelques années, il n'y avait pas de sujet sur les téléphones portables. Il y a quelques années, il n'y avait pas de sujet sur les écouteurs. Il y a quelques années, il n'y avait pas de sujet sur la cigarette électronique. Et dans les temps à venir, il y aura d'autres sujets. Je ne les connais pas encore, mais il y aura d'autres sujets. C'est un travail permanent et en évolution permanente. Je travaille avec Evanie et son père depuis plus de 10 ans. Cet exemple est là, mais il y a des gens que j'accompagne depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un sujet inépuisable, le management. D'accord ? Motiver les générations à venir, ça va être un sport national. D'accord ? C'est un sport. Mais... aujourd'hui, il y a deux voies qui s'avancent vers nous sur le monde du travail. Il y a celui sans hommes, avec des robots, et il y a celui sur lequel il y a l'humain qui est au centre du système. Là, on vient nous présenter un système dans lequel les hommes et les femmes saisonnières sont au centre des équipes. On n'est pas rentré dans ce débat, mais il y a plusieurs nationalités dans les équipes d'Evanie. Donc, il y a une multiplicité de cultures, il y a une richesse incroyable. Et donc, Evanie a réussi à construire ça en quelques années, et c'est loin d'être fini. Mais voilà, donc si j'avais un seul mot à dire pour terminer, c'est prenez du plaisir à manager et apportez du sens à vos équipes. Voilà. Merci Evanie, merci Sophie. Merci.